tous. Je ne suis pas Michel Drucker. Mais je suis très content de vous présenter Michel Drucker. Je voudrais simplement vous dire en 2 mots pourquoi. Le premier mot, quand j'ai rencontré Michel Drucker pour la première fois, il m'a dit d'où êtes-vous? J'ai dit je suis de Pau. Et il m'a dit exactement de Pau. J'ai dit non, pas exactement. Je suis de la plaine de Naï. Il m'a dit ben écoutez, figurez-vous que mon premier reportage comme journaliste sportif, il y a quelques décennies, il fête officiellement ses 50 ans de télévision. On ne croirait pas, personne ne pourrait l'imaginer, mais c'est comme ça. Mon premier reportage, c'était sur Raymond Mastroto, qu'on surnommait le taureau de Naï. Et moi, Raymond Mastroto était l'idole de mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans. Lorsque, vous savez, les petits-enfants chez nous, ils n'avaient pas des jeux très élaborés, à la campagne, dans la plaine tenaille, et quand on avait 5 ans, on jouait à faire des courses de petits bâtons dans les ruisseaux. Vous savez, chacun prenait son bâton, et je faisais des courses comme ça avec ma sœur, qui avait 1 an de moins que moi, qui a toujours 1 an de moins que moi, même si elle refuse de l'accepter. Et donc, je lui disais, je serai Mastroto, tu seras Mastrotote. Et donc, c'est une histoire absolument vraie. Et donc Mastroto, c'était l'idole de mon enfance, de ma toute petite enfance. Et Michel Drucker a fait son premier reportage sur Raymond Mastroto. C'est la première raison pour laquelle je suis heureux de vous le présenter. La deuxième, c'est que quand il m'arrive d'être à Paris, nous sommes voisins, mais les premiers voisins. Entre les bureaux où je suis et sa maison, on se voit en direct et on prend le café ensemble le matin. Et la troisième raison, c'est que c'est naturellement parmi les hommes de médias les plus célèbres et à juste titre de France, et que son émission est toujours formidable, tous les dimanches formidable. Je voudrais ajouter un mot parce que c'est moi qui ai choisi le titre de sa conférence. Au fond, la question du bonheur et la question de la gloire sont étroitement mêlées, étroitement mélangées. La plupart des gens s'imaginent que la gloire est un bonheur, et la vérité est qu'on n'en est pas sûr, comme Michel va vous le raconter. Et la deuxième raison, et la plupart des gens aussi s'imaginent, ou Michel a beaucoup travaillé sur la question de est-ce qu'on est heureux quand on perd la gloire? Et c'est pourquoi il y a une phrase célèbre de Madame de Staël qui dit « La gloire est le deuil éclatant du bonheur ». C'est-à-dire que quand on a la gloire, on n'a plus le bonheur. Et c'est pourquoi j'ai inversé la proposition pour le sujet que Michel Drucker va traiter, c'est « Le bonheur est-il le deuil de la gloire ?» Et c'est la question que va traiter Michel Drucker. Merci à tous. Bonsoir, mesdames, messieurs. François Bayrou m'a demandé d'animer cette rencontre avec un mot pour Michel Drucker. te présenter, j'ai oublié Jean-François, excuse-moi. Jean-François Beige est un grand... C'est Michel Drucker. Voilà, président de la presse parlementaire, mais il a été pendant des années, au temps où je faisais mes premiers pas, et lui les siens aussi, nous faisions nos premiers pas ensemble. Il était le chef d'agence de Sud-Ouest à Pau pendant près de... Et alors, 7 ou 8 ans, voilà. À propos de Sud-Ouest, ça c'est le miracle de ces journées littéraires de Pau. Voici en avant-première la couverture du magazine télé qui n'est pas en vente aujourd'hui, qui sera en vente demain. C'est vendu avec Sud-Ouest Dimanche demain matin. Et vous voyez que c'est justement notre invité de cet après-midi, Michel Drucker, qui fait la couverture, avec ce titre finalement excellent, j'en vois pas d'autre, Le Patron. Donc on va voir, alors l'interview est de Wendy Bouchard et de Nikos Aliagas, les réponses bien sûr de Michel Drucker, mais nous avons la chance d'avoir ce soir des réponses encore plus
détaillée et fournie grâce à notre invité, mesdames, messieurs, Michel Drucker. Bonjour. Il est parti, il doit être dans la salle. Il va... Bonjour. Merci de cet accueil. Merci. Permettez-moi d'appeler François, puisque François Bayrou, il vous l'a dit, c'est mon voisin. On se connaît depuis très longtemps. Je me penche le matin en me levant et je regarde s'il est là, s'il est de bonne humeur, si tout va bien au Modem, si tout va bien du côté de l'association avec Alain Juppé, si tout se prépare bien. Bref, on se connaît depuis très très longtemps. Jean-François, merci de m'accueillir. Quand j'ai vu ça avant-hier, j'ai dit alors là, tous mes copains se moquent de moi. Ils m'appellent, ils me disent salut patron. Mais c'est une expression que vous employez, vous, de temps en temps. Vous dites Aznavour, c'est le patron. Oui. Et alors on vous retourne l'expression, en quelque sorte. C'est vrai que c'est presque un anniversaire ce week-end à Pau. Ouais. Je suis venu ici, à Barège, filmer les parachutistes. Je suis venu voir Mastrotto. J'ai connu M. Duclos-Lassalle, quel beau champion. Je suis passé ici il y a très longtemps. J'ai même commenté des courses de voitures avec Roger Coudert et des courses de moto. Je n'ose pas vous dire quand c'était. C'était en 64, ça fait 50 ans. Par définition... Ça sent le sapin. Hein. Ouais. Par définition, c'est un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais Pau, c'est le Tour de France, donc on vous a vu souvent, et avec des gens comme Léon Zitrone et tous les champions cyclistes, toutes les gloires du sport. Et en même temps, on s'est toujours demandé, on se demande toujours à votre sujet, quelle est votre recette. C'est-à-dire, dans l'interview dont nous venons de parler, vous dites la recette pour durer, c'est une famille, des amis et des médecins en béton. Est-ce que c'est pas aussi, plus globalement, et ça revient à ce que disait François Bayrou, est-ce que c'est pas la recette du bonheur tout court? Alors c'est un beau sujet. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir, oui. Je vais me mettre là, ça vous ennuie pas? Oui. Vous savez qu'on a tous nos tics à la télévision. Vous voulez un petit coussin? Mais on n'a pas de canapé rouge. Non, mais c'est pas grave. J'ai demandé, il n'y en avait pas dans les réserves du Palais Boimont. Vous savez, les artistes que je reçois, et les plus grands, ils ont des tics. Oui. Et nous aussi, on a des tics. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours plus à l'aise de ce côté-là. C'est bizarre. Hein. Ah oui, mais alors, vous avez dit... Rouleau Iglesias, c'est là à cause de son profil. Eh bien, Hydrono, c'est là à cause de son profil. Et il y en a qui ont les deux profils mauvais. Voilà. Vous êtes très bien. Plus sérieusement. Alors, recette le bonheur et la gloire. Oui. D'abord, il faut que vous sachiez que si j'ai écrit ce livre qui s'appelle « De la lumière à l'oubli », ce n'est pas la lumière et l'oubli. C'est le passage de la lumière éblouissante de la gloire. Quand on est député, maire, ministre, président, quand on a gravi tous les échelons de la politique alors qu'on en rêvait, comme Nicolas Sarkozy en a rêvé, comme Valéry Giscard d'Estaing en a rêvé, parce que pour être président de la République, il faut y penser longtemps à l'avance. Il y en a qui ont ça dans le sang. Il y en a qui ont dans le sang l'envie de chanter. Johnny l'avait à 17 ans, 15 ans. Il y a des acteurs qui voulaient être acteurs très tôt. Il y a des animateurs qui voulaient animer très tôt. Il y a des sportifs qui voulaient être Zidane à 15 ans ou qui voulaient être Jacques Anquetil ou Armstrong ou Jalabert ou Bernard Hinault. Et ça, on le sait assez tôt. Moi, je suis un cas à part. Je n'appartiens pas du tout à cet univers. Je ne suis pas parisien, c'est pour ça que je suis là. Je passe ma vie en province. Mon père était un petit médecin de campagne, venu d'Europe centrale dans les années 30, qui était naturalisé en 1937, un Français de sang mêlé, venu de l'Empire austro-hongrois. Et il rêvait que ses enfants soient un grand médecin, un grand écrivain, ou, comme beaucoup de gens venus de loin, pour remercier la France de l'avoir naturalisé, ministre, ou sous-préfet, ou préfet. Et il voulait surtout que Michel, son fils, le remplace, devienne médecin. C'était son échec et ça a été mon échec. Donc j'ai essayé de rattraper tout ça comme j'ai pu parce que moi, je ne voulais pas du tout faire d'études.
je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais le goût des autres, déjà. J'avais envie de voir les gens. J'avais envie d'apprendre la vie sur le terrain et pas à l'université. J'avais pris en grippe toutes les grandes écoles dont mon père me parlait à longueur de soirée, Normal Sup, Cannes, Hippocagne, Polytechnique, Sciences Po, l'ENA, HEC, que sais-je. Ou alors être un grand pianiste. Alors j'ai entendu parler, si on pouvait avoir un grand pianiste, un grand virtuose, un grand violoniste, un Yehudi Menuhin. Et puis finalement, il n'a pas eu Yehudi Menuhin, il a eu un fils qui recevait Claude François. Ça a acheté un froid. Parce que moi, je suis parti très tôt, sans savoir ce que j'allais faire. C'est le titre de mon premier livre, La réponse à Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui a été un film. Alors le voilà, il est en livre de poche maintenant. Voilà. Donc c'est devenu un classique. Un livre devient un livre de poche. Et ça a été un film, Oui. avec Simon Abkarian dans le rôle de mon père. Ça m'a fait drôle d'avoir un biopic de son vivant. En général, quand il y a un biopic, on est déjà sous terre. Donc ça a été un grand choc pour moi. Alors, je réponds à votre question. Moi, je ne savais pas que j'allais faire ça. Je ne savais pas que j'allais passer 50 ans à opérer, entre guillemets, tous les mercredis ou tous les samedis, que des stars. Car moi, je passe ma vie avec des gens célèbres, avec des hommes politiques célèbres, avec des chanteurs célèbres, avec des acteurs, des actrices, des animateurs célèbres, des sportifs célèbres. Là, j'ai passé 3 jours avec Souchon, avec Woolsey, avec Johnny, qui seront dans mon émission demain. Et ça, contrairement à ce que le public peut imaginer, ça n'est pas ma seule passion. Je fais ce métier le mieux possible, comme un chirurgien. Moi, j'opère les gens célèbres le mercredi. Je les vois 2 mois avant, avec leur radio, leur bilan. Rendez-vous 2 mois après, et je les opère le mieux possible, pour qu'ils partent heureux, en bonne forme, et que j'ai donné envie au public de lire leurs livres, de voir leurs films, d'écouter leurs chansons. Mais une fois que c'est fini, je n'ai qu'une seule envie, être avec des gens normaux. Parce que vivre avec des gens célèbres, c'est pas forcément toucher au bonheur. Parce que la célébrité, c'est pas un état normal. Alors justement, quand on lit votre dernier livre, De la lumière à l'oubli, qui est sorti ces jours-ci, on s'aperçoit, alors d'abord on pense que c'est un livre de souvenirs, puis on s'aperçoit très vite que c'est presque un essai psychologique, enfin je ne veux pas effrayer les gens parce que c'est en langage très clair, très lisible, ça coule, c'est limpide, mais en même temps c'est une réflexion à propos d'un grand nombre de personnalités sur l'ombre, la lumière, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on peut tomber dans l'oubli. Et alors, avec des exemples à l'appui. Plein. Y a aussi J'aurais pu faire 2 tomes. Et puis il y a ceux qui ont des accidents de plateau, pourrait-on dire, montant avec une émission célèbre sur la crise, Chantal Goya. Enfin, il y a des choses qui sont dites avec une grande liberté de ton. Il y a aussi ce qui m'a frappé, c'est que vous avez cette réputation de gentillesse, mais quand vous écrivez, vous avez un peu pas la dent dure, mais vous êtes... Non, moi je suis d'une grande lucidité. Sévère. Dans l'interview de Magazine qui sort demain ici, on m'a demandé c'est quoi d'être gentil. Oui. J'ai dit mais je ne sais pas ce que c'est d'être gentil. D'être bienveillant, je le suis. Oui. D'être indulgent, je le suis. Mais dupe, pas du tout. Parce que quand on fait ce métier depuis 50 ans, inutile de vous dire que je sais qui est qui. J'ai démasqué tout le monde depuis longtemps. La télévision d'après 68, règlement de compte au couteau, et en même temps c'est un témoignage d'histoire contemporaine. C'est vraiment très précis, très, très net. Tous les noms sont cités, y compris au plus haut sommet de l'État. Et alors on a l'impression que cela vous hante. J'ai noté aussi un souci du détail, parce que vous parlez beaucoup des stars déchues, enfin, ou des stars qui sont passées dans l'ombre, mais vous vous intéressez aussi à des musiciens que leur chanteur a renvoyés. Oui. Est-ce que ça fait partie de vos obsessions ? Écoutez, non mais moi ça fait donc 5 décennies, c'est considérable. Alors, souvent les gens l'intègrent pas. Ouais. Il n'y a pas tellement longtemps, je rencontrais M. Giscard d'Estaing, dont je parle dans le livre, et qui, lui, n'a jamais récupéré de son échec. 30 ans après, pour la première fois, il m'a parlé de dépression. Je peux vous dire que Nicolas Sarkozy, qui tente de revenir, il a eu du mal. Il a eu grand passage sur oui, je connais par cœur. Je peux vous dire qu'il n'a pas encore totalement récupéré de son échec. Et Giscard, des années après, m'a avoué que
Voilà, ça a été très, 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 très compliqué. Alors, c'est vrai que dans ce métier, quand vous devenez célèbre, vous passez dans une autre dimension. Johnny est un cas à part. Johnny est entré au panthéon de son vivant depuis longtemps. Mais même encore maintenant, alors qu'il a tout prouvé, il n'a jamais été aussi inquiet parce qu'il a plus 20 ans et parce qu'il se demande ce qu'il va faire le jour où les stades seront vides, où il serait plus capable d'y aller, parce que c'est très éprouvant physiquement. Alors, c'est vrai que j'ai voulu, moi, décrire ce passage très douloureux, quand une star tombe du train. Giscard est tombé du train. De Gaulle est parti. J'étais là. Hein, il nous a viré De Gaulle en 68 pour avoir fait grève. Il n'a pas supporté. L'année suivante, c'était lui qui était viré. Exactement. En 69, c'est lui qui a dit basta. Il est parti marcher sur une plage d'Irlande avec tante Yvonne. Il n'est jamais revenu. Après un référendum qui l'a mis en minorité. François Mitterrand, il en est mort. Je ne dis pas que c'est le pouvoir qui l'a tué, mais il a tenu jusqu'au bout. Oui. Mais il a terminé très mal physiquement. Jacques Chirac n'est pas en bonne santé. Il suffit de regarder son passage à la télévision avant-hier. Et Dieu sait si j'ai fait des émissions avec la famille Chirac. Donc moi j'ai voulu expliquer qu'est-ce qui se passe le jour où vous n'êtes plus rien, ou en tout cas, vous tombez du train, vous tombez du TGV de la gloire, vous espérez prendre le prochain, en espérant qu'il ira aussi vite, et puis comme il est parti et on ne le rattrape pas, on essaie de prendre le TER. C'est pas la même gloire, mais c'est quand même le métier. Et puis un jour, on est largué, moi qui adore le vélo, on est largué dans un col. La métaphore avec le cyclisme, c'est exactement ça. Moi je suis parti pour, ça fait mon 50e Tour de France ou 50e marathon, j'ai 40 étapes à faire chaque année, j'ai 40 dimanches, plus une dizaine de grosses émissions le samedi soir à 20h30, plus le reste, je peux vous dire que je m'y prépare comme un champion. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'interview qui passe demain. C'est pour ça que je dis la batterie de médecins, ça fait marrer tout le monde. Sauf que moi, je suis né dans le milieu médical et je sais ce que c'est que les méfaits des nuits sans sommeil, de l'alcool, de la cigarette, ou un moment où on finit par se laisser aller. Et là, vous êtes rattrapé immédiatement parce que quand vous êtes un personnage public et que vous vous montrez, tout se voit. Alors, pour répondre à votre question plus brièvement, c'est vrai que les gens célèbres sont parfois cruels. Les gens célèbres oublient parfois d'où ils viennent. Mégalomanie, égocentrique, absence parfois de reconnaissance, perte de mémoire. Et le jour où ça ne va plus, subitement, ils se disent « qu'est-ce que j'ai commis comme erreur ?» Et là, il faut rattraper le temps perdu. Donc vous essayez de ne pas commettre celles qu'ils ont commises. Et moi, ce qui m'est arrivé il y a eu des gros pépins. Non, le début de la carrière. Non, mais j'ai frôlé la correctionnelle souvent. Vous savez. Quand à 47 ans, c'est pas vieux, 47 ans. Là, vous êtes très lucide. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un patron de chaîne me dit, vous êtes un homme du passé, il faut l'encaisser. Est-ce que pour durer, il faut de temps en temps négocier ? Alors évidemment, vous recommandez, ça c'est le leitmotiv, le travail, l'effort, etc. Mais par moment aussi, vous dites, il faut savoir un peu composer, négocier, il faut de la être chance. diplomate. De toute façon, moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est que je suis quelqu'un d'assez pudique et d'assez réservé. Et surtout, mais c'est mon éducation. Je n'ai jamais voulu aller dans l'insolence parce que c'est pas mon métier. Il y en a qui le font très bien. Ardisson fait ça très bien. Fogiel fait ça très bien. Ruquier est incisif avec humour. Tout ça, c'est des gens qui font ça très très bien. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Pourquoi ? Parce que c'est pas ma nature. Et pendant des années, j'ai traîné, je le traîne encore cette réputation, mais je vis avec. Trop gentil, trop complaisant. Trop indulgent, pas assez. J'ai toujours pensé, moi, mais c'est mon avis, qu'on obtient de meilleures confidences dans l'harmonie que dans l'agressivité. Bon. Et puis, je vais vous dire aussi une chose, quand on est dans ce métier depuis des années, regardez, par exemple, si vous regardez mon émission demain après-midi, vous allez voir avec Johnny, pour la énième fois, on a débuté ensemble. On a eu peur ensemble. On s'est demandé ce qu'on deviendrait il y a 50 ans. La même chose avec plein d'acteurs, avec des chanteurs que j'ai vus débuter. Alain Souchon et vous le dites, ça fait 40 ans. Sardou, ça fait 40 ans.
La liste, elle est très longue. On a débuté ensemble. Quand moi, j'étais inconnu, Charles Aznavour était une star. Annie Cordy était une star. Jodassin était une star. De Funès était une star. Ventura était une star. La liste est longue. Comment voulez-vous, moi, que du jour au lendemain, parce que je deviens célèbre, je commence, moi, à prendre Ventura, ou à prendre Dassin, ou à prendre Coluche, ou à prendre Michel Serrault, ou à prendre ce Poiret de haut. Mais il me dirait, mais qu'est-ce qui te prend? Donc je ne peux pas. Moi, jamais j'agresserai Johnny parce qu'on a trop vécu de choses ensemble. Jamais je serai sévère avec quelqu'un qui a une contre-performance. Je le dis dans l'interview qui paraît devant TV Magazine. Le seul moment où je suis mal à l'aise aujourd'hui, c'est quand je croise quelqu'un qui était une star et j'étais rien. Ouais. Moi, j'ai maintenant un certain pouvoir, puisque je suis un homme de télévision qui a pignon sur rue, et eux ont été largués par le peloton. Eh bien, je peux vous dire, quand je les croise, je me dis comment faire, parce que je ne veux pas toujours leur tendre la main, parce qu'ils ont quitté le peloton. Heureusement, il y a des producteurs qui ont eu l'idée géniale de les remettre dans la lumière. C'est le cas d'Achetant des têtes de bois ou le Star 80. Ouais. Donc c'est ça qui me met mal à l'aise. Qui me met mal à l'aise, c'est que ça m'ennuie de ne pas pouvoir remettre dans la lumière, en pleine lumière, des gens qui ont maintenant, évidemment, qui sont plus âgés et qui ne sont plus dans le circuit. Alors que j'étais très content de les accueillir, croyez-moi. Ouais. Il y a une constante chez vous aussi, c'est que vous êtes toujours plus ou moins, à des degrés différents selon les formats des émissions, mais toujours accompagné d'humoristes. Est-ce que c'est une façon aussi de prendre de la distance par rapport au présent? C'est important de l'humour, vous aimez rire. Non, parce que dans la vie de tous les jours, j'adore me marrer. Ouais. J'ai mis des années avant de le faire devant les caméras, de faire de l'humour, parce que j'ai pensé que mon métier, c'est de mettre les autres dans la lumière. Mais à force de fréquenter Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, Anne Romanoff, Coluche, le Luron à une autre époque, tous les nouveaux humoristes qui arrivent maintenant, et Gad Elmaleh, il y avait 100 personnes quand je suis allé voir Gad Elmaleh la première fois. On a appelé sa mère à Casablanca, et il me disait « Ah, il y a Michel qui est là. Oh, donc tu vas devenir une vedette. » Je les ai tous vus débuter. Et c'est vrai que tous ces humoristes-là, je vis beaucoup avec eux. J'ai passé 8 ans, presque toutes les semaines, 2 jours par semaine avec Laurent Gérard. Autant avec Nicolas Canteloup. Coluche, n'en parlons pas. Serrault, Poiret, enfin tous les humoristes, Guy Bedos, bien sûr. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé, moi, la dérision et l'autodérision. Et c'est vrai qu'au fil des années, on se lâche. J'ai un ton plus... Je suis moins désinhibé maintenant que je l'étais. Mais il y avait aussi la famille qui pesait. Je peux vous dire que le jour où j'ai eu Bigard dans mon émission et qui a fait le sketch de Lâcher de salope, ma mère ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Et puis il y a la fameuse histoire avec Gainsbourg aussi. Gainsbourg. À Champs-Élysées, c'est terrible. Le jour où Gainsbourg a dit « Ah oui, t'as vu ça, like to fuck », je dis « Alors là, je suis mort ». Plus Coluche, plus tous les humoristes que je reçois, ils n'y vont pas de main morte. Donc ma mère qui n'est plus là, si elle était là, je suis sûr qu'elle m'appellerait encore. Le drame de ma mère, c'est le jour où elle m'a vu sans cravate. C'était dans son immeuble, la Révolution. Sa gardienne d'immeuble qui s'appelait Madame Cadeau, qui n'en était pas un, lui a dit « Vous avez vu votre fils? Il était avec Johnny Hallyday, il n'avait pas de cravate. Il était avec Gainsbourg, il n'avait pas de cravate. » Et elle lui dit « S'il continue comme ça avec Gainsbourg, un jour il va fumer. » Donc, je viens de là. Moi, ma mère, quand je présentais mes émissions Champs-Élysées, elle regardait Chancel. Un jour, elle me disait « Tu devrais regarder le Grand Échiquier. » Chancel, il avait Brassens, il avait Rostropovitch, il avait Yudi Menuhin. Toi, tu avais Hervé Villard, Mireille Mathieu, Annie Cordy. Il y avait Rostropovitch d'un côté et toi, tu avais la bonne du curé. Mais je dis, mais maman, un jour, j'aurai Rostropovitch. Et puis moi, contrairement à Chancel, il n'aura jamais la bonne du curé. Bon. Donc ma mère a beaucoup pesé. J'en ris maintenant, j'en riais moins. Ma mère lisait Le Monde, lisait Le Nouvel Observateur. Ma mère ne lisait que Télérama. Et ma mère ne comprenait pas que je reçoive des gens qui, culturellement parlant, ne la concernaient pas. Et un jour, je l'ai quand même présenté. Ma mère, le jour où j'ai présenté Hervé Villard, elle m'a dit « C'est la famille de Jean Villard. » Je dis « Non, maman.
Et Carole Rousseau n'est pas de la famille de Jean-Jacques. Il y avait un champion de ski aussi. Et François Valéry de Paul. Bon. Donc, ma mère, elle avait toujours ces références culturelles. Le jour où moi, ma mère a vu dans le Nouvel Observateur que je recevais dans les rendez-vous du dimanche, déjà le dimanche après-midi, Simone de Beauvoir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu reçois Simone de Beauvoir? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, maman, c'est elle qui a choisi l'émission. C'est pas possible, c'est une erreur. Elle ne comprenait pas que Simone de Beauvoir ait choisi mon émission et non pas Pivot, parce que ma mère avait toujours confondu, ce qu'il ne faut jamais faire. Je le dis à tous les enseignants qui ne m'ont pas laissé que des bons souvenirs. Ma mère confondait la culture et l'intelligence. Bon. Ma mère n'a jamais compris, jusqu'au jour où j'ai dîné, je lui ai présenté, quand j'ai présenté Johnny à ma mère, c'était surréaliste. Je dis, maman, je vais te présenter Johnny. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis rien, il ne te dira rien non plus car il est timide, et tu verras dans son regard que c'est quelqu'un de très, très, très malin. Mais il a son intelligence à lui, sinon il ne serait plus là. Donc j'ai passé ma vie à expliquer ça à ma mère. Mais pour revenir à ces gens-là, ils ont tous un point commun. La peur de disparaître. La peur de disparaître. L'angoisse d'une actrice, c'est que le téléphone ne sonne plus. J'en sais quelque chose. Je ne suis pas le seul Drucker un peu célèbre. J'ai 2 nièces. Léa, qui est une magnifique comédienne, et Marie, que vous connaissez, qui présente le journal régulièrement. Et qui ont grandi dans mes jambes, dans les couloirs de Champs-Élysées. Donc elles ont vu toutes les stars quand elles avaient 6 ans, 5 ans, toutes petites. Elles voyaient déjà passer Bruel, Johnny Hallyday et Nana Mouskouri. Eh bien, toutes les actrices ont peur que le téléphone ne sonne plus. Et comme les femmes et les hommes, c'est injuste, ne sont pas égaux devant l'âge, c'est encore plus vrai quand on est une actrice. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans le livre. Il y a un mois, j'étais jeune avec Isabelle Adjani, que j'ai connue quand elle était gamine. Vous savez, quand on est là depuis 50 ans, on a connu tout le monde jeune. Et elle vient déjeuner. Elle arrive avec des grandes lunettes noires, il faisait encore très beau, avec un bonnet. Et j'arrive, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? T'es pas au courant du drame qui me frappe? Je dis, qu'est-ce qui te frappe, Isabelle? J'ai 59 ans aujourd'hui. Oh, quelle tuile! Et j'enlève ses lunettes de soleil. J'ai dit, tu sais, j'ai vu plus moche à 59 ans. Elle était catastrophée parce que 50 ans. Toutes les actrices, à des degrés différents, redoutent leur miroir. C'est François Giroud, le général Heureux, qui a dit que la vieillesse est un drame affreux. Bon. Oui, un naufrage. C'est un naufrage. Mais donc les actrices ont peur du téléphone, que le téléphone ne sonne plus. Ils ont peur de l'âge. Combien d'actrices m'ont dit, et vous ne le saurez jamais, que lorsqu'elles s'arrêtent parfois dans les rues de Pau ou à Paris, à un feu rouge, qu'elles voient une grande affiche avec une actrice qui est en tête d'affiche et qui disent « Mais pourquoi c'est elle? C'était pour moi le rôle. » Et les hommes, c'est la même chose. Et alors? Vous savez que Delon, c'est pas un mec heureux, Non. Delon avec l'âge, Delon qui était l'homme le plus beau du monde. Vous croyez qu'il vit bien les années qui passent? Pas du tout. Belmondo, dont je parle dans le livre, Et puis, longuement, pour ses 80 ans, son bizarrement, compagnonnage avec il Marielle, a fait un avec AVC. Claude Rich, oui. Il a fait un AVC, Jean-Paul. J'étais le témoin. Je l'ai aidé, je l'ai amené se rééduquer. Vous savez ce que c'est que pour un type comme Belmondo, le Superman, le Stallone, le Schwarzenegger du cinéma français, vous savez ce que c'est que Belmondo, qui, alors qu'il n'avait que même pas 70 ans, 68 ans, fauché par un AVC, paralysé, il ne parle pas pendant 6 mois, le côté droit foutu, le bras droit foutu, et qui un jour me dit, je vais sortir quand même. Personne ne l'avait vu, tout le monde savait qu'il avait un pépin de santé. Eh bien, Belmondo, l'homme de Rio, le guignolo, sur les Champs-Élysées, je dis, allez Jean-Paul, on y va. Voilà ce que j'ai vu, moi. C'est pas si vu, sur les Champs-Élysées. Les gens le regardaient, et les gens étaient tellement bouleversés qu'ils ont fait un effort très important pour ne pas que dans leur regard, ils devinent qu'ils étaient aussi désespérés que lui de voir
le Superman du cinéma français. Comme ça. Et il n'avait qu'une angoisse, Jean-Paul. Si on me demande un autographe, je signe comment? Il est droitier. Main droite paralysée. Voilà Jean-Paul dont je parle. Eh bien Jean-Paul, de tous les gens que j'ai rencontrés, malgré ce drame, c'est mon ami depuis toujours, il a connu mon épouse dans une autre vie, ils ont tourné ensemble, il a 82 ans. Je le vois régulièrement à un café ou un resto, il se balade, j'ai gardé son chien souvent, il a la banane, le sourire, Voilà. il a sa canne. Il a donné chez vous, en tout cas dans votre émission, avec ses copains. Vous avez vu ce que je décris de son anniversaire? Il a le sourire. C'est quand même une image de bonheur. Il a le sourire, il continue à draguer les serveuses. On va dans les restaurants où il ne faut pas qu'il y ait d'escalier ni de plan incliné pour quand il va aux toilettes. Il met 1h15 à s'habiller le matin, 1h15 à s'habiller le soir. Tous ceux que je vous plains, si vous avez un proche qui a eu ça, un AVC, c'est pas n'importe quoi. Regardez, Jacques Chirac s'en est jamais remis de son AVC. Donc Jean-Paul, qui est l'exception, lui, il devrait être mort, physiquement, moralement. Comme c'est un sportif, il s'est battu pour récupérer centimètre par centimètre. Il a refait un film. Il vit avec ça. Il ne se plaint jamais. Jamais, jamais, jamais. Il est toujours beau. Il reste assis, parce que quand il est assis, il est comme on le connaît. Il parle. Il y a des jours mieux que d'autres, mais il s'est battu comme un dingue. Et lui, eh ben, il a quand même refait surface malgré son drame. Mais il y en a qui, malheureusement, n'ont jamais survécu à ça. Jacques Martin n'a pas survécu à ça. Guy Lux est mort relativement jeune. Ventura a une crise cardiaque. Je ne parle pas de Coluche, de Dassin, de tous ces gens qui sont morts, ils avaient 40 ans. Et puis il y a ceux dont je parle et qui sont pratiquement morts sur mon canapé. C'est le cas d'Éric Chardin. Oui, une histoire terrible. Éric Chardin, que je connais depuis des lustres, qui est un très bon mélodiste. Vous connaissez toutes ces chansons, l'Aventura, Made in Normandie, Le Prix des Allumettes, Le Monde est gris, Le Monde est bleu. Il a écrit que des tubes, Chardin, d'origine tibétaine. Un garçon vraiment sympathique. Et avec Stone, ils ont été le duo populaire pendant 20 ans. Il m'appelle un jour, c'est ce que je décris dans le livre. Il me dit, viens me voir. Je m'arrête chez lui et je vois tout de suite, parce que je suis fils de médecin hypocondriaque, tout le monde le sait, et je vois tout de suite qu'il est gravement malade, mais très gravement malade. Il avait un lymphome. Bon, 69 ans, j'ai eu ces médecins qui m'ont dit 6 mois. Et lui vient me voir pour me dire, je vais le voir parce qu'il voulait me convaincre, je voudrais refaire un Vivement Dimanche avec toi, car dans 6-8 mois, je suis en train d'enregistrer dans ma cave, là, avec Annie, avec Stone, un album de duo. Promets-moi que tu vas refaire un Vivement Dimanche avec moi. Je dis, aucun problème, donne-moi les dates. Et moi, je savais qu'il ne passerait pas 6 mois. Eh bien, la promesse, ce Vivement Dimanche, l'a prolongé de 6 mois. Ça a été sa meilleure chimio. Il a fait l'émission au prix d'un effort incroyable. Et sur le générique, quand on l'a monté dans sa loge avec les maquilleuses, il était déjà mourant, il est mort 3 jours après. Bachung, il est mort 2 jours après sa victoire de la musique. Donc tous ces gens-là ont une force incroyable. Ils s'accrochent jusqu'au bout, parce que si vous ne vous rendez pas compte, mais c'est le public qui est leur drogue. Et c'est la chanson de Barbara. Vous avez remarqué qu'entre chaque chapitre, il y a un extrait il y a des chansons. Oui. C'est-à-dire que la préface, c'est Alain Souchon qui m'a autorisé à le publier. Oui. C'est la chanson « Quand je serai KO, quand je serai tombé des phonos, est-ce que tu m'aimeras encore ?» Mais il y a évidemment Star de Lama, il y a Je me voyais déjà d'Aznavour, il y a Si tu t'imagines Fillette de Julien Direco. C'est une très bonne astuce de raconter ces chapitres. Et puis il y a la chanson qui nous concerne tous de Barbara, La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Donc pour les gens célèbres, y compris pour les hommes politiques, se couper de vous, se couper des électeurs, ne plus avoir l'amour du public, ne plus remplir les salles, ne plus tourner au cinéma, ne plus avoir de téléspectateurs parce qu'on vous a zappé, c'est un passage très compliqué. En un demi-siècle de carrière, on voit certes les gens changer, mais aussi les mœurs. Et alors, j'étais frappé aussi, c'est quelque chose que j'avais oublié. Vous racontez qu'à la télévision, à l'époque où vous avez commencé, un journaliste, enfin tout le monde, un salarié de l'ORTF, il gagnait
le salaire d'un fonctionnaire de l'État. C'est ce que j'ai gagné jusqu'à une quarantaine d'années. Voilà. Et alors c'est drôle, c'est une révolution aujourd'hui, parce que quand un homme de télévision, disons que on pense que c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Comment vous avez vu ce changement de l'argent à la télévision, pour une raison le poids de très simple, l'argent? C'est que moi j'ai fait, sur 50 ans de carrière, j'en ai fait 25 dans une télévision publique, financée à 100% pratiquement par la redevance, par vous. C'est encore le cas en partie sur le service public, plus du tout sur TF1, plus du tout évidemment sur M6, puisque c'est la publicité qui finance à 100%, comme les radios privées, comme RMC, comme RTL ou Europe 1. Et puis est arrivé le privé, avec la pub. Et là, on a demandé aux animateurs de s'adresser à vous comme si vous étiez des consommateurs. Parce qu'il fallait remplir les caisses. C'est une autre façon de payer, finalement. Voilà, exactement, la pub. Donc, vous avez entendu de cette expression effrayante, la ménagère de moins de 50 ans. À la télévision, il faut s'adresser aux plus jeunes, surtout avant 20 h. C'est là où on consomme le plus des produits ménagers et des produits de la ménagère. Donc, tout se joue entre 18h30 et 21h30. 70% de la recette de TF1, d'M6, c'est entre 18h30 et 21h30. Et à la radio, le prime time, c'est 6h, 9h. Il faut absolument avoir des bons sondages jusqu'à 9h, 9h30 à la radio. C'est là où on fait l'essentiel de la recette. Donc, le carrefour d'avant 20h, c'est un stress inimaginable. Moi, j'ai fait celui de Gabriel pendant 5 ans, tous les jours. Je peux vous dire que tous les jours, vous avez à 9h, tous les jours, les sondages pour savoir qui vous a regardé et combien de gens vous ont regardé. Donc, pour répondre à votre question, l'argent a commencé à couler à flot avec le privé. Ajoutez à ça M. Berlusconi, qui était à l'initiative de François Mitterrand, qui arrive en France, qui crée la 5. Et vous avez été très méfiant à cette époque. Hein. Tout le monde se précipitait chez lui, vous, je sais pas. L'échec était astronomique. Ouais. Donc, comment vous avez eu ce flair de... Parce que je suis allé, parce que Berlusconi, que je connais bien, que je tutoie, mais j'ai connu Berlusconi, moi, avant qu'il fasse de la politique, avant que je découvre qu'il s'intéresse à des moins de 22 ans. Moi, je n'ai pas connu le bunga bunga, moi j'ai connu le grand patron de la télévision privée italienne. Ben, il m'a fait venir chez lui, il m'a envoyé un avion pour m'engager, il m'a proposé des sommes tellement astronomiques, j'ai même pas osé le dire à ma mère, elle m'aurait foutu dehors. Et là, je me suis trouvé avec la télévision privée italienne, avec des paillettes, avec des danseuses, et lui qui régnait là-dessus. Et il a proposé à tout le métier des sommes tellement considérables que 90% ont dit oui. Moi, je suis allé, je me suis dit quand même. D'abord, quand je suis arrivé, on m'a amené dans sa maison dans la banlieue de Milan. Et il est arrivé en hélicoptère dans sa maison et il y avait une piscine et il était tellement fou de télévision que c'est le seul homme que j'ai vu qui a une piscine avec un mur d'écran de télévision pour regarder ses chaînes. Il les regardait avec une télécommande étanche. Voilà. Le soir même, je me retrouve avec une brune, une blonde qui étaient tous sortis d'un film de Fellini. Il me dit dans le contraste que tu aimes les blondes, les brumes. C'était le sketch d'Elysée Moon avec ou non forte poitrine. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que ta femme a le manteau de fourrure? J'ai ma femme qui fait de la protection animale, je ne lui ai jamais dit. Est-ce que tu aimes les Ferrari? Et je me suis retrouvé dans un univers incroyable. Quand je suis rentré, j'ai dit, mais pour ces sommes-là, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Et au dernier moment, je ne l'ai pas senti parce que c'était sans aucune démagogie. Hein. C'était des sommes tellement hallucinantes que jamais j'aurais pu dire ça à ma mère. Jamais. Et si mon père avait vécu à cette époque, il m'aurait dit, mais va rendre l'argent. Et finalement, j'ai dit non. Et j'ai eu raison parce que sa chaîne n'était pas reçue par la majorité du territoire. Je l'ai su en plus, c'était une escroquerie. La 5, personne ne la recevait. Ouais. Ben voilà, donc ils sont tous repartis, les animateurs, plus ou moins fortune faite. Et j'ai revu Berlusconi il y a quelques années à Paris. On s'est tombé dans les bras l'un de l'autre. Alors c'était le Berlusconi italien qui avait fait de la carrière politique que vous connaissez. Et il me dit alors, tu as eu raison de ne pas venir. Ben, je dis oui, j'ai raison de ne pas venir. Et j'ai failli lui dire, et toi, tu as eu tort de faire de la politique. En tout cas, toujours est-il qu'il y a eu cette bascule, c'est vrai.
Donc, la célébrité sans argent, sans beaucoup d'argent, c'est déjà quelque chose qui perturbe. Mais la célébrité plus beaucoup d'argent, ça fait péter les plombs. Ça devient fou. Et c'est vrai que lorsque TF1 a été privatisé plus la 6, j'en sais quelque chose parce que c'est mon frère qui avait lancé la 6, là, l'argent a coulé à flot pendant 10-20 ans. Et c'est vrai que ça a perturbé beaucoup et ça a fait que la télévision est devenue un business. Et c'est pour ça que moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le service public. C'est encore le seul endroit où on peut faire des émissions d'un haut niveau parce qu'on n'a pas à s'adresser aux téléspectateurs tout le temps en termes de consommateurs. Est-ce qu'il y a selon vous un avenir du service public? Oui, bien sûr. Du divertissement, il y aura certainement toujours des chaînes documentaires, etc. Mais du divertissement grand public il y en a de en moins même en moins. temps de service public. Il y en a de moins en moins, parce que ça coûte très cher. Il n'y en a plus beaucoup. Oui, ça coûte très cher. Et puis il y a de moins en moins de... les chaînes sont éparpillées maintenant. Une gamine de 16 ans qui veut regarder du rap, il a sa chaîne de rap. Une gamine de 16 ans qui veut regarder une chaîne disco, il a la chaîne disco. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, c'est l'histoire. Maintenant, avec toutes les chaînes de la TNT, on peut faire son marché. Alors évidemment, ça c'est la jeune génération. Il y a encore beaucoup de gens en France qui sont plutôt les seniors, qui sont majoritairement le public du dimanche après-midi, et vous reconnaîtrez sans doute peut-être dans cette salle, qui ne zappent pas encore sur toutes ces chaînes, qui sont restées la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Maintenant, les chaînes d'information continue, ça commence à descendre un peu partout dans la France profonde, la TNT, mais c'est quand même des scores relativement faibles. Mais ça monte. Hein. Mais par exemple, quand TF1 fait 23 ou 24% de part de marché, ça veut dire que sur 100 postes allumés, il y en a 23 sur TF1, ou quand France 2 fait 16% de part de marché, sur 100 postes, il y en a 16, ce qui est déjà pas mal, eh bien, sur iTélévision, ou sur W9, ou sur D8, vous avez 3 ou 4% de part de marché, ce qui est déjà pas mal. Mais, par exemple, de plus en plus, il y a des émissions qui font 1 million de spectateurs sur la TNT, ce qui est beaucoup. Mais c'est encore loin des scores, évidemment, des grandes chaînes. Mais c'est vrai que ça prend du terrain, mais pas sur le public senior. Le public senior est encore attaché. Voilà. C'est pour ça que, avec Foucault, Sébastien, on est quelques-uns qui sommes des seniors, nous, on se dit, bon, on a encore quelques années devant nous, parce que, je le dis en plaisantant, le temps que le public, dimanche après-midi, qui est dans son fauteuil, cherche la télécommande, surtout s'il a de l'arthrose, eh ben, il appuie pas sur la télécommande, et puis il reste chez nous. Et puis s'il n'est pas chez nous, il va sur les séries américaines, et ça va trop vite. Oui. Vous êtes Donc je me dis qu'on a encore quelques belles années devant nous, mais les grandes chaînes américaines, les grands networks, NBC, CBS, ABC, ont encore un public très important. Moi, je pense que le service public, il est encore là pour longtemps. Il ne fera pas les mêmes scores. Il y a d'autres chaînes qui vont émerger. Finalement, c'est un public qui se renouvelle. Il y a toujours de nouveaux vieux. Tout à fait. Sauf que, y a-t-il encore des animateurs qui font des carrières de 25 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Alors ça, c'est plus compliqué. Et vous-même, donc, vous pourrez faire de la télévision quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est plutôt votre plan, que je sais que vous avez quand même toute une vie à côté de la télévision, le pilotage d'avion, le vélo, chose très importante. Est-ce que vous voyez faire en quelque sorte un peu de télévision sur le câble plus tard, dans quelques années? Je sais pas. Et du vélo en même temps? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Tant que les téléspectateurs resteront fidèles à mes émissions, je continuerai. Vivement Dimanche, c'est une émission qui marche au-delà de ce que j'espérais après 15 ans. Martin est resté 22 ans. Moi, j'ai encore un peu le temps de voir. Je fais des émissions encore à 20h30 le samedi. Moi, les gens que je fréquente, que je vois beaucoup, sont des grands anciens, qui sont des sages, qui savent ce que c'est que la durée. Moi, mon voisin en Provence, j'aime bien le citer, c'est Charles Aznavour. Donc, il a 90 ans. Il y a des gens que je regarde. Hugo Frey a 82 ans, Annie Cordy en a 86, Lynn Renaud 86. Il y a beaucoup de gens de plus de 80 ans qui ont encore une pêche extraordinaire. Donc je me dis que je suis encore un vieux gamin, disons. Mais moi, je me verrais bien encore faire ce métier encore longtemps, à une seule condition. C'est ce que je dis dans l'interview de TV Magazine, c'est que ma mémoire de reporter sportif, qui n'a rien oublié, soit intacte. Pour l'instant, elle est intacte. Parce que j'aime le rappeler, mais ce n'est pas une gloriole, mais c'est comme ça.
Je n'ai jamais utilisé ni le prompteur ni l'oreillette. Ah oui, c'est étonnant. Donc Et tout à l'heure, moi, j'ai pas de je vous ai texte devant les écouté- caméras comme mes confrères et personne me Je dit vous à ai- l'oreillette, réveille-toi. Donc, tant que ma mémoire est intacte et que j'ai pas besoin de ces prothèses-là, je continuerai. Le jour où ma mémoire va commencer à flancher, mais pour l'instant, ça va. Vous savez, quand on a fait 5 Coupes du Monde, la mémoire est encore là. Et puis, je fais plein de choses pour l'entretenir. Je suis pilote, justement. J'apprends à piloter des avions en ce moment pour faire travailler la mémoire. J'ai appris à piloter des hélicos. Je fais plein de choses pour que la mémoire fonctionne. Mais il y a une chose que je vais faire, sans doute. On en reparlera avec les Palois et les Paloises. C'est que j'aimerais un jour être sur scène. Un jour, je ferai des conférences comme on le fait un peu, un conférence-débat maintenant. Mais avant, j'aimerais être sur scène pour vous présenter. Dans une pièce que vous auriez écrite Non, non un grand spectacle. Ah ouais. Un grand spectacle dans les grandes salles. Présenter une grande soirée, voilà, qui pourrait s'appeler les années Champs-Élysées, par exemple. Mais je suis sûr que François Bayrou sera d'accord pour que la première... Voilà. Je me verrais bien. Que la tournée commence à Pau. Je me verrais bien venir dans des zéniths comme ça, mais j'y réfléchis, je ne sais pas quand, mais bon, dans des zéniths devant 5-6 000 personnes, Ouais. présenter toutes les stars des années 80, car les stars des années 80 qui ont un succès énorme partout, comme par hasard, ça correspond aux années Champs-Élysées. Donc je me verrais bien présenter 80 Champs-Élysées par an en province, le week-end, voilà, et puis... Le jour où je ne pourrais plus être debout, je me mettrai comme on fait là, et puis là, je ferai des conférences, puis après, ça se terminera à la maison de retraite. On comprend pourquoi vous prévoyez de piloter, parce qu'il faudra un avion pour faire ça. Mais en venant tout à l'heure avec l'avion de ligne de Paris, je parlais avec le commandant de bord, et qui m'a dit, mais dites-moi, vous êtes pilote d'hélico? Il me dit, chapeau, parce que nous, pilotes professionnels d'avion, l'hélico, c'est très compliqué. Je dis, oui, puis j'enchaîne sur l'avion. Ouais. Il me dit, comment ça? Ben oui, ça y est, je commence à travailler aux instruments, parce que j'ai envie d'apprendre ça. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à vos confrères tout à l'heure, quand on n'a rien foutu entre 8 et 18 ans, je l'ai assez écrit dans Qu'est-ce qu'on va faire de toi, je me suis rattrapé depuis. Donc tout ce que j'aurais dû faire à 18 ans, je le fais maintenant. Est-ce que vous savez que la moitié des moteurs d'hélicoptères dans le monde sont faits à Pau, à côté, à Turboméca? Mais je connais par cœur, ne me branchez pas sur Pau, parce que la France, je la connais par voilà. cœur. Monsieur si le maire, je voulais vous brancher sur Pau monsieur pour le Monsieur le maire, François Bayrou vous a parlé du taureau de Naï, mais je pourrais vous parler de Barège, de la section paloise, de Monsieur Labarère, du circuit automobile. Je suis venu souvent ici, de Duclos-Lassalle, de tous mes copains, du Tour de France. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, demande-lui s'il n'était pas avec Georges Briquet. Non, je trouve ça vraiment très vieux. Non, Georges Briquet, c'était Thierry Roland. Oui. Moi, je suis arrivé juste après. Moi, j'étais un peu l'assistant de Roger Coudert, donc je venais assister au match de rugby. Mais je suis venu beaucoup dans cette région. Ouais. Tous les cols, je les connais. La dernière fois que je suis dans un col, c'était pour voir Armstrong qui s'entraînait avec son équipe en plein brouillard dans un col pas loin d'ici. Je l'avais suivi toute une journée. Je suis un fondu de vélo, même si je pédale comme un facteur. Mais en tout cas, je continue à faire mes 3500 bornes par an, ce qui n'est rien, rien. Mais maintenant, j'ai découvert une chose, mais ne le répétez pas parce qu'on est entre nous. Hein. Oui. C'est que maintenant, maintenant, le Ventoux et l'école, je les monte avec un VTT assistance électrique. C'est bien. Mais ne le répétez pas. Hein. Mon cardiologue est rassuré. Je crois, bon, cet entretien, hélas, doit se terminer parce que vous avez beaucoup d'obligations. Vous devez aller signer. Je vais signer le livre, je vais voir les téléspectateurs qui sont aussi mes lecteurs. Et puis il faut. Et nous, nous devons libérer cette salle parce qu'il y a un concert de l'orchestre de Pau, dirigé par Faisal Karaoui. Et c'est un grand. En tout cas, Michel Drucker. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Allez-y. 5 minutes? 5 minutes, non, mais 2 minutes. Ah oui, il y a le chrono qui tourne là. Voilà, c'est comme un contre-la-montre. Hein. Bon. 2 minutes maximum. Voilà. D'abord, je voudrais aller voir où en est le double de Coupe Davis, parce que quand j'ai quitté l'hôtel tout à l'heure, les Suisses avaient gagné le premier set, je ne sais pas où ils en sont. Ils ont perdu le deuxième? Les Suisses ou les Français? Ils ont perdu le match, les Français? Ils ont perdu le deuxième set? La Suisse a gagné le deuxième set aussi. C'est mal barré. Et donc demain, il y aura une pression. Bon, alors, je voudrais simplement vous dire, en 1 minute 30, sans aucune démagogie, c'est que si ma carrière s'arrêtait demain, les grands souvenirs que j'ai déjà, les grands souvenirs, c'est évidemment des rencontres importantes avec des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Certains sont devenus des bons amis. Mais les rencontres les plus fortes, ça a été avec des lecteurs et avec des téléspectateurs, avec des gens normaux. Et c'est pas par hasard si j'ai fait ce livre également.
c'est que pour leur expliquer, puisque le thème c'était le bonheur, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la gloire? C'est que j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Quand on est une star de la politique, il ne faudrait pas que François Bayrou écoute, on a tout à perdre. On a à perdre l'ingratitude des électeurs. Heureusement, de temps en temps, ça revient. On a à perdre souvent ses enfants ou sa famille qui éclatent parce qu'être un homme politique, ça en prend souvent. S'en occuper. Oui, puis ils en prennent plein la gueule. Vous imaginez ce qu'ils prennent, les hommes politiques? Et encore, il y a la nouvelle génération, elle a ce que les autres n'avaient pas, les réseaux sociaux, qui sont un déversoir de haine parfois, les imitateurs, les caricaturistes, les humoristes, c'est très dur. On a à perdre souvent sa famille, l'estime de ses enfants, qui en souffrent beaucoup, être les enfants de Nicolas Sarkozy, les enfants de Valérie Trierweiler, les enfants de M. Giscard d'Estaing ou les enfants de François Hollande, c'est pas une sinécure. Ou les enfants de Strauss-Kahn, ou les enfants de Cahuzac, vous imaginez ce qu'ils entendent sans que les gens qui parlent sachent qu'ils s'adressent sans le savoir aux enfants de ces élus. Donc on a ça, puis un jour, c'est l'hypocondriaque qui vous le dit, un jour on y perd sa santé. La gloire d'une actrice se termine toujours dans le mur. Dans le mur. Parce qu'un jour, on passe de la jeune première à la jeune maman. Grand-mère, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'actrices qui sont encore là et qui étaient célèbres quand elles avaient 17 ans. Il y a Adjani, Daniel Darieux, il y a Sophie Marceau. Oui. Sophie Marceau. Alors il y a évidemment encore Michel Morgan, Daniel Darieux, Micheline Prel qui sont encore là. Donc c'est très compliqué. Et à la télévision, quand les téléspectateurs vous zappent, c'est aussi douloureux. Et puis souvent ça se termine mal. Vous imaginez Jean-Luc Delarue, si jeune, qui est parti si jeune. Sevran, il est parti jeune. Martin aussi. Martin, il a fait un pépin cérébral, il était encore très très jeune. Je ne parle pas de tous ceux comme Guy Luz, Gwendoline Glaser, comme Léon Zitrone, tous ceux qui m'ont appris mon métier. Donc, moi j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et que de temps en temps, on se demande, est-ce que ça valait vraiment le coup? Parce que pour une dizaine d'élus, il y en a beaucoup qui restent en plan. Et je vous assure, c'est une conversation que j'avais avec Johnny avant-hier, qui est dans l'émission demain. On se regardait et il me disait, tu te rends compte, on est encore là tous les deux. On a fait une émission, la première émission ensemble, dans une autre vie, en 1965, il y a près de 50 ans. Il sortait d'un petit creux, il chantait Noir c'est noir. Moi, c'était ma première télévision. On se demandait ce qu'on deviendrait. Ben, je vous assure que lorsque je vois Eddie Mitchell, que je vois Charles Aznavour, que je vois Julien Clerc, que je vois Sardou, que je vois Patrick Sébastien, Jean-Pierre Foucault, etc., on se dit, on est vraiment des rescapés. Et quand je croise Laurent Ruquier, qui enregistre son émission sur mon plateau tous les jeudis soirs, le lendemain de la mienne, souvent Laurent Ruquier me dit, quand je pense que je suis là depuis 25 ans, comment vous avez fait pour être là encore aujourd'hui? Moi, de temps en temps, j'ai un grand coup de fatigue. Mais c'est un beau métier, mais il faut savoir que l'envers du décor, la face cachée, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Alors cela dit, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se plaindre. Il y a des gens beaucoup plus à plaindre en France aujourd'hui. Il y a des gens qui, le 20 du mois, se demandent comment ils vont finir le mois. Il y a des gens malheureux, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, il y a des gens jamais l'oublier. Il y a des gens qui ont des soucis avec leurs enfants, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens en dépression, le climat est morose et le mot est faible. Et là, nous, on est là, évidemment, pour vous apporter un petit peu de joie de vivre, mais sachez quand même que, contrairement aux apparences, tous ceux que vous voyez sourire, chanter et être dans les paillettes à la télévision, ils ont aussi des soucis, ce sont aussi des femmes, des mères, ce sont aussi des épouses, elles ont aussi des problèmes de couple, des problèmes d'argent, des problèmes d'éducation, parce que pour 10 élus, il y a beaucoup d'appelés. Nous, on est combien à faire ce métier? Très très peu. C'est pour ça que lorsque je vois, et je vais encore en croiser aujourd'hui, j'en suis sûr, une jeune fille qui vient me voir avec un DVD en disant « je chante aussi bien que Céline Dion », ou une maman qui me dit « mon fils c'est meilleur que Laurent Gérard », je dis « écoutez, on va en reparler ». Mais je dis toujours, moi qui suis un mauvais exemple, il vaut mieux être le premier dans son village que le dernier à Paris. Merci Michel Drucker. Merci beaucoup.
Je vais rappeler très rapidement le titre de vos livres, parce que c'est maintenant une trilogie, comme la trilogie de Marcel Pagnol, mais c'est une trilogie autobiographique. Et un peu mémoire, au sens mémoire de Saint-Simon. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est mes années de galère avant d'arriver à Paris et comment je suis rentré dans la lumière. Voilà, rappelle-moi, c'est un hommage à mon frère, qui est le drame de ma vie, qui m'a quitté il y a 11 ans. Il y a beaucoup de portraits, de détails. C'est pas finalement très auto-centré. Il y a beaucoup, on parle de tas de gens. Je parle beaucoup des autres. Oui, aujourd'hui, j'ai parlé de moi parce que ça arrive de temps en temps, mais j'aime surtout parler des autres. C'est très. C'est pour ça que je pense que vous êtes un peu un Saint-Simon du 21e siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui décrit par portrait, par petite touche. Et le mot de la fin, elle n'est pas venue avec moi aujourd'hui parce que je ne l'amène jamais en avion. La star de ma vie. Ah oui. Ma femme me l'a encore dit ce matin. Tu me trompes depuis 2 ans avec elle. La star de ma vie, c'est cette chienne. Non. C'est une chienne qui vient de Roumanie, le pays de mes grands-parents. C'est le hasard complet sur Internet. Elle a échappé aux matraques des fourrières qui ramassent les chiens dans les rues de Bucarest et de Roumanie parce qu'ils ont raté leur campagne de vaccination. Il y a trop de chiens. Ils les massacrent à la tombée de la nuit. Ils les laissent plus ou moins morts ou amputés ou mutilés. Il les jette dans des camions. Elle a échappé à ça. Et si je suis encore très équilibré à mon grand âge, c'est parce que j'ai une femme qui est en béton. Et j'ai des amis. Comme on disait au début, une famille, des amis, des médecins en béton. Je suis marié depuis 42 ans. C'est les coulisses de l'exploit. Nous sommes dans le Guinness des records. Parmi tous les gens célèbres, il n'y en a pas beaucoup, mais depuis 42 ans. C'est pour ça que j'ai dédié ce livre à ma femme. Et voilà, j'ai épousé une sainte, donc. Si je suis encore équilibré, c'est parce que j'ai une vie évidemment équilibrée, mais parce que vous n'imaginez pas ce que les animaux vous apportent. Et moi, j'ai une passion pour les animaux, et ceux qui agressent les animaux m'agressent. Et je suis très content que petit à petit la législation avance et que le statut de l'animal va changer. Il ne va plus être considéré comme un meuble, mais comme un être vivant. Doté de sensibilité. Car je peux vous dire, pour avoir eu des chiens toute ma vie, et j'en ai beaucoup, j'en ai 30 en Provence, j'ai des ânes, j'ai des pigeons blessés, enfin j'ai plein de choses comme ça. Ma femme s'occupe de ça, moi je m'occupe d'autres associations parce que tout à fait complémentaire. On peut aider les animaux et s'occuper des petites filles que j'essaie de sauver à Phnom Penh dans une école avec Tina Kiefer pour la fondation Tout à l'école qui sauve chaque année des petites filles de la misère et de la prostitution. On peut faire les deux. L'un va avec l'autre. On peut aimer les animaux et aimer les êtres humains. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien.